Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Salut Christophe. Bonjour Linda. 3e semaine ensemble, décidément, on n'en passe du temps. On se quitte plus. Merci encore, de toute façon, c'est beau, t'apportes beaucoup de valeur, c'est précieux pour moi et pour les auditeurs. Je sais déjà qu'Élodie va m'appeler, que Damien va m'appeler, ça va être très bien. J'attends votre coup de fil. Cette semaine, j'aimerais qu'on se concentre sur une notion que t'as développée, j'aimerais qu'on évoque ensemble, c'est celle de contagion émotionnelle. Alors, moi, quand j'entends contagion, je pense maladie, mais là, je pense pas du tout que ce soit le sujet. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Ouais. Alors, la contagion émotionnelle, c'est le transfert des émotions d'un individu à l'autre, d'une tête à l'autre, d'un corps à l'autre. C'est-à-dire que pourquoi j'utilise le terme de contagion? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce terme, mais t'as une chercheuse à l'université d'Hawaï, qui est une des chercheuses en psychologie sociale la plus citée au monde depuis 30 ans, et qui s'appelle Hélène Hadfield, et qui m'a fait l'amitié de participer à ce bouquin qui s'appelle La contagion émotionnelle, alors qui est sorti en poche, voilà, cette année. Et il se trouve que donc elle a travaillé beaucoup là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on utilise le terme de contagion? Parce qu'en réalité, l'émotion, c'est le virus, avec des bénéfices, qui peut avoir un impact positif, mais le plus contagieux au monde, c'est plus contagieux que le Covid. Oui, je continue à dire le Covid parce que j'en ai marre qu'on féminise toutes les catastrophes. Regarde le nom des tempêtes, globalement, c'est plutôt, tu vois, Katrina, machin, tout ça. Et plus contagieux qu'Ebola, plus contagieux que la grippe. On est 8 milliards sur cette planète finalement à être des agents pathogènes. On produit des émotions qui sont capturées par l'autre. Et très rapidement, il suffit de 21 millièmes de seconde. Wow. C'est 10 fois moins de temps que ce qu'il fallait, par exemple, à Mohamed Ali pour repérer un signal lumineux et réagir à ce signal lumineux par un uppercut. Donc, en 21 millièmes de seconde, les émotions peuvent passer d'un individu à l'autre. Donc là, on a vraiment, si tu veux, une responsabilité en tant qu'humain de qu'est-ce qu'on produit. Et c'est pour ça que moi je parle beaucoup avec cette notion, j'associe cette notion de contagion émotionnelle à cette notion d'empreinte émotionnelle. On parle d'empreinte carbone aujourd'hui, le CO2, les petits oiseaux, c'est super important. Mais dans ce grand chapeau de l'écologie, il y a aussi un volet, un sous-volet qu'on appelle l'écologie humaniste. Et là, moi je parle d'empreinte émotionnelle. Quel type d'agent pathogène tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie d'être un senior Sith ou alors plutôt un Jedi, quoi, pour faire simple. Moi, je vois trop d'individus pollueurs, en fait, qui balancent les émotions aux autres comme on balance une bouteille de plastique à la mer. Sauf que le problème, quand tu fais ça, quand tu balances une bouteille de plastique à la mer, depuis la plage, c'est qu'elle est invariablement charriée, en fait, par les vagues. Et à un moment ou à un autre, elle te revient. Et c'est la même chose lorsque tu produis des émotions toxiques parce que tu veux contraindre l'autre, parce que tu veux l'obliger, parce que tu es peut-être hiérarchique et tu vas imposer un point de vue, tu le places en position d'infériorité, de malaisance, que tu crées du mal-être en fait chez l'autre, eh bien à un moment, ce mal-être-là, il revient. Et souvent, moi je travaille avec des dirigeants ou des managers qui, arrivés à la cinquantaine, regardent dans le rétroviseur de leur vie et se disent « mais mince, en fait, j'ai contaminé, j'ai intoxiqué émotionnellement parlant sur cette première moitié de vie un maximum d'individus et aujourd'hui, je le conscientise et j'ai des regrets et des remords. Et quand dans le rétroviseur, tu n'as que des regrets et que des remords, là, ça peut venir secouer un petit peu l'équilibre psychique. Là, tu peux expérimenter des phases dépressives, tu peux tomber en burn-out, etc., etc. Donc, cette contagion émotionnelle, elle est hyper importante et voilà, quel type d'agent pathogène tu as envie d'être. Surtout quand tu es un hiérarchique, tu sais que la contagion émotionnelle, elle est favorisée dans le sens haut-bas. C'est-à-dire qu'on sait que quand tu occupes une place
hiérarchique particulière, que tu as un statut particulier, en réalité, les gens en dessous de toi, les collaborateurs, etc., t'accordent plus d'attention. Tout simplement parce que tu fais un peu la pluie et le beau temps sur leur promotion, sur leur ascension dans l'organisation, leur parcours promotionnel, sur les congés, sur les missions que tu délivres, etc. Ils sont un peu dépendants de toi. Il y a un contrat psychologique établi entre eux et toi qui est un peu particulier. Donc, vu que tu leur accordes plus d'attention, vu que tu scrutes plus facilement et de manière plus prégnante leurs moindres faits et gestes, tu captures plus facilement leurs émotions. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils sont plus contagieux. Et le problème, c'est que les émotions déplaisantes sont plus contagieuses aussi que les émotions plaisantes. Donc, si tu es face à un supérieur hiérarchique qui est un pervers narcissique, qui est quelqu'un qui est dans la manipulation avec tendance machiavélique, voire même tendance psychopathique, bah tout de suite, c'est pas quelques gouttes émotionnelles qui tombent sur le haut de ta tête, ce sont des seaux d'eau en fait, D'accord. qui font que très rapidement tu peux subir en fait le courroux psychique de tout ça. Alors là, c'est très fort ce que tu dis et ça m'inspire une question. Enfin, quand tu rentres finalement quand tu arrives dans un environnement où tu sens une espèce de chape de plomb comme ça, comment tu fais pour pas te faire contaminer ou pour, enfin des fois, je vais parler pour moi, mais il m'est déjà arrivé d'arriver au travail en me disant, là, on sent que c'est lourd. Comment je fais pour inverser la tendance? Alors je vais te poser une question. Quand Vas-y. tu es sur un acte d'achat, tu as envie d'investir dans un bien immobilier parce que voilà, c'est ton projet, etc. Mmh. Tu rentres dans un espace et cet espace, tu dis ouais, non, je me sens pas bien. Mmh. Parce que peut-être l'espace est un peu torturé, tu vois, c'est pas très fluide, il y a un grand couloir, c'est mal agencé, il y a peut-être trop d'humidité, il y a ceci, cela. Est-ce que tu achètes ce bien? Ah non. Globalement, tu l'achètes pas. Mmh. C'est la même chose en fait. Est-ce qu'on est obligé d'acheter l'environnement de travail dans lequel on évolue? Mmh. Et là, on fait appel à du courage, d'une certaine manière, espèce en voie de disparition aujourd'hui, parce que le courage, pardon, c'est intimement lié à la gestion de la peur. Mmh. Et si tu sais pas bien apprivoiser la peur, derrière, c'est compliqué pour toi d'avoir des actes courageux. Soit des actes OK. managériaux, des actes, peu importe. Donc, globalement, quand des personnes se sentent mal dans un environnement et qu'il n'y a pas de moyen, parce que tu pourrais très bien dire, OK, je fais remonter la chose parce que cet environnement-là est contre mes valeurs, parce que derrière, dès que je propose quelque chose, je me fais retoquer, etc. À un moment, il faut se poser les bonnes questions et se dire, si tu as tenté tout, tu as verbalisé, tu as osé, à un moment, il faut avoir le courage de partir. Et je vais te donner une petite anecdote. Je m'étais retrouvé un coup invité dans une émission radio que j'aime beaucoup et je l'ai fait plusieurs fois, c'est celle d'Ali Reibi sur France Inter. Grand Oui. bien vous fasse. Mmh. Et on avait eu un coup de fil d'une auditrice qui voulait spécifiquement me parler à moi. Mmh. Et je chantais, elle me disait tiens, ça fait longtemps, plusieurs années que je suis avec mon conjoint, etc. Mais on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, il est même agressif verbalement. Donc quand on te dit ça publiquement, c'est que tu peux même suggérer qu'il l'est aussi physiquement. Bien Bon sûr. bref, c'était pas bien cette dame. Elle m'explique qu'elle en est à sa 2e ou 3e thérapie de couple. Et là, elle me dit Christophe, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, vous voulez vraiment avoir ma réponse à cette question? Parce que vu que je suis pas psychologue, j'ai pas de cabinet, moi je suis chercheur en psychologie sociale, donc j'ai une certaine liberté, j'ai une vision au contre-plongée des choses. J'ai dit, à un moment, faut s'arracher. Vous avez déjà consommé une bonne partie de votre CDD de vie sur cette petite boule bleue avec un individu toxique. Il est temps de se protéger parce que si vous êtes trop près de ce soleil brûlant, à un moment, c'est vos ailes que vous allez cramer, hein. Icare, etc. Donc, on discute de ça. Et je vois bien que en fait, elle attendait juste ce go-là pour s'extirper. C'est la même chose pour un environnement de travail. Rester imbibé de toxicité longtemps, à un moment, ça vous dérègle. Ça vous atteint psychiquement et physiquement. Ça crée des troubles chez vous qui font que... Et aucune excuse ne vaut pour.
C'est pas parce qu'on a tous des crédits, on a tous, voilà, la vie peut être compliquée. Économiquement, faut remplir le frigo. On a peut-être des enfants à nourrir, etc., etc. Oui, il y a ces contraintes-là. Mais si vous restez embourbé dans une situation émotionnellement toxique, ça va tellement vous atteindre, ça va vous mettre à genoux. Et à un moment, si vous êtes vraiment malade, parce que moi, j'allais voir, fut une époque quand j'avais le temps, des personnes qui étaient dans des cliniques privées, burn-outées jusqu'à l'os, et qui déambulaient dans les couloirs comme des zombies médicamentés, qui étaient alités, qui avaient perte de poids, perte de considération, perte d'estime de soi, asocialisation. Bah, au bout d'un moment, même si c'est réversible, tout ça, faut être capable d'aller chercher la chose. Si derrière vous êtes après totalement lessivé et que vous sous-performez, etc., vous allez de toute façon à un moment vous faire virer. Ou alors, le moment que vous aurez choisi pour dire allez, maintenant je pars, mais je suis totalement abîmé, ça va être compliqué de donner d'avoir envie à un recruteur. Donc mieux vaut, voilà, comme une branche morte, hein, couper tant qu'il est, ou un membre gangréné, mieux vaut couper tout de suite la chose et se dire attends, je repars sur bonne base, mais avec de la vitalité, avec de l'énergie. Et là, vous serez entre guillemets bankable et désirable pour finalement le marché du travail. Je vais ramener un petit peu la couverture sur la partie fonction publique parce que ce que tu dis est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on dit souvent le fonctionnaire, il a la sécurité de l'emploi, l'agent public en tout cas, il a la sécurité de l'emploi, il peut pas être viré. Mais pour autant, ce que tu viens de décrire, il y a énormément de personnes qui travaillent dans le public qui le vivent et qui, de ce fait, et je vais mettre des guillemets, ne peuvent pas se faire virer. Pour autant, elles le vivent, cette situation. Donc, il y a un tas d'autres choses qui peuvent exister autres que se faire virer. Il y a les mises au placard, il y a le harcèlement, il y a des violences psychologiques telles que tu peux le décrire. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que finalement, tu l'as dit, c'est réversible. Il y a de l'espoir. Et ce qui a été très inspirant, je trouve aussi dans ce que tu as dit, c'est que souvent, enfin moi c'est un constat que j'ai fait auprès de certains collègues ou anciens collègues, il y a cette forme de il faut tenir. Le courage c'est de tenir. Tu sais, c'est cette résistance. Alors que justement non, c'est l'inverse. Le courage, c'est lâcher prise. Et je trouve ça intéressant parce que tu l'as dit sans le dire, mais c'était ça. Et je pense que un des messages c'est ça, c'est le courage, c'est pas résister en fait. C'est peut-être accepter. Et quand on accepte, on prend des décisions. L'acceptation amène à la décision. Et tu sais, ça renvoie à quelque chose de encore plus viscéral pour le genre humain, c'est la notion de deuil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société du transhumanisme. On veut repousser toutes les limites de longévité. On imagine des organes artificiels pour remplacer, tu vois, le cœur, etc. Des choses comme ça. L'autre jour, je donnais une conférence au Palais des Congrès à Paris. J'étais face à plusieurs, quasi 1000 chirurgiens, cardiologues, interventionnels, etc. Et il y avait plein d'innovations, de choses comme ça. Bon, bref, en fait, tout ça, ce transhumanisme amène quelque part à retirer de l'équation de la vie la mort. Ce qui est une erreur fondamentale. On n'a pas le temps d'avoir toutes ces dimensions philosophiques là aujourd'hui, mais quand tu fais ça, quand tu retires la mort, regarde même le rapport qu'on a aux défunts, tout est en distance maintenant. Il y a des choses qu'on peut plus faire aujourd'hui. Quand tu retires de l'équation de la vie la mort, et tu empêches justement, les gens ne sont plus familiarisés avec la notion de deuil. Et dans notre vie, une décision, c'est quoi? Quand tu dis oui à quelqu'un, tu dis non aussi à quelqu'un d'autre. Donc il y a ce côté, tu dois faire des micros ou des macros deuil. Et ça, c'est empêché. Et donc derrière, effectivement, tu peux pas évoluer dans ta vie. Et tu sais, on parle de contagion émotionnelle et on parle d'environnement toxique, etc. Bien sûr, tu peux demander des mutations, tu peux bouger des lignes, etc. Mais si vraiment au bout du bout, ça fonctionne pas, qu'est-ce qui fondamentalement t'empêche de t'arracher de ta condition? On est c'est Darwin, on est dans la survie psychique. Et autre chose, c'est que quand on est sous l'égide de personnes toxiques, il se trouve que dans le livre la contagion émotionnelle, j'ai demandé à une médecin phoniatre d'analyser. Alors j'étais un peu sadique sur ce coup moi-même. J'ai demandé d'analyser des centaines d'heures de discours de gourous. Donc il y avait Raël, il y avait le fondateur de la scientologie, et il y avait Luc Jouret, Temple solaire, etc. Funeste entreprise.
Et il se trouve que ces personnages, parce qu'on voulait comprendre comment ces personnages-là arrivaient à contaminer autrui, malgré leur perversion, malgré leur folie, etc., et à les hameçonner, en fait, dans leur courant de pensée. Et ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est que ces personnages-là utilisent, par exemple, un ton de voix hyper monotone. Il y a peu d'esthétisme dans la voix. Tu pourrais dire, tiens, il joue un peu des claquettes, il y a quelque Oui, chose de tout à fait. beau, il y a du... Pas du tout. C'est monotone, c'est chiant à mourir, etc. Mais ça confère du sérieux. Je dis, D'accord. si quelqu'un parle comme ça, c'est que la théorie qu'il défend, le concept qu'il met en avant, finalement, est un concept plutôt solide, plutôt robuste et qui tient. Donc tu as aujourd'hui aussi des personnages qui arrivent à t'intoxiquer, à te contaminer émotionnellement, et derrière à te maintenir en fait dans le mouvement. Et ça, ce que je dis là, ça vaut en entreprise. Moi, je lutte contre une espèce qu'on appelle les enflures toxiques. Alors, j'ai mon collègue de Stanford, Robert Sutton, qui les appelait, alors c'est un peu plus vulgaire, les salcons ou les salconnes, hein, c'est pas genré, il en a écrit un livre. Donc, c'est un chercheur hyper connu en psychologie sociale. Et dans la notion d'enflure toxique, il y a enflé. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de contagion. C'est un truc qui peut être amplifié. C'est un processus qui peut s'amplifier. Et ces personnages-là, effectivement, peuvent venir hacker ton cerveau avec des émotions pour te maintenir dans un état de servitude, dans un état de docilité qui font que... Et il se trouve, bon là on a pas le temps, mais je parlais, je vais pas faire plus de promo que ça, mais quand même dans le livre sur la contagion émotionnelle, j'ai invité une docteure en psychologie qui est géniale, qui est à l'université de Louvain, qui s'appelle Moira Mikolasek, et qui propose, il y a tout un chapitre qui s'appelle SAS de décontagion émotionnelle. Et donc on propose en quelques étapes seulement des choses très élémentaires, très simples pour se décontaminer, soit d'une personne qui te tient comme ça dans son filet émotionnel, soit d'un groupe d'individus qui exercent une pression sur toi. Et ce que je dis là, ça parle sans doute à certains de tes auditeurs, parce qu'on a tous à un moment subi un petit peu des courants comme ça ascendants qui nous amènent à se conformer à la majorité, ou alors une pression sur notre évolution, etc. Comment est-ce qu'on peut déjouer ça? On a des protocoles qui existent, qui sont simples à mettre en place et qui représentent vraiment des sas de décontagion émotionnelle et qui sont utiles et qui sont utilisés aujourd'hui par des psychologues, des coachs ou des chercheurs en psycho pour amener à nouveau la personne à l'équilibre. Ok. Écoute, je pense que ça sera l'objet d'un prochain épisode parce que faut pas que je laisse l'épisode, ou en tout cas cette notion se conclure là-dessus. Mais pour aujourd'hui, merci beaucoup Christophe. Merci à toi. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.